On est arrivé au chapitre, maintenant c'est 182 du coup, parce que je fais la review relativement tard, hein, parce que j'ai plein de trucs à faire, c'est un peu un micmac tout ça, mais enfin peu importe. Nous sommes arrivés donc au chapitre 682, bientôt la fin de Bleach, comme vous le savez. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre un truc que Kubo avait fait depuis le début, et je n'ai jamais tilté. C'est ce genre de petits détails que vous ne voyez pas quand vous essayez de chercher, de creuser au fin fond de votre manga préféré et d'essayer de voir un peu, de faire des analyses les plus élaborées. Et vous ne voyez pas les petits détails comme ça qui font le charme de cette série. Quel est le schrift de Basby? Quel est le schrift de Ashwald? Regardez les lettres et regardez la signification. Enfin, bon, je vous laisse chercher, voilà, 3 secondes, 2 ou 3 secondes. Voilà, j'ai mis 680 chapitres à comprendre que Basby avait la lettre H et que Ashwald avait la lettre B. Alors oui, c'est le balance, et oui, c'est le hit, ça convient bien à leur pouvoir, mais en vérité, leurs lettres désignent aussi leur amitié et le lien qu'ils avaient depuis tout ce temps en fait. Et ça prouve une chose, ça prouve que les schrifts, les pouvoirs spéciaux des Quincy, enfin des Sternritter, ont évoqué en eux des choses bien plus profondes qui sont liées à leur personnalité et à leur expérience. C'est pas Joabak qui leur a donné comme ça, voilà, des pouvoirs au hasard. Il leur a donné certes une essence pour ce pouvoir, un carburant on peut dire, mais il ne les a pas créés en fait de lui-même. Et du moins pour certains, parce que je crois que pour l'île des barreaux on nous a dit que c'était Joabak qui l'avait créé. Mais voilà. Des fois la poésie, elle vous arrive pas tout de suite, hein, vous la comprenez après, et le symbolisme ici en fait il était assez clair, il était même évident, mais je suis passé complètement à côté. Yo les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 681 de Bleach. Je fais cette review assez tardivement, mais j'ai pas envie de ne pas la faire, tout simplement parce qu'il ne reste pas beaucoup de chapitres de Bleach, et donc comme on va pas avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent, je préfère, voilà, faire des reviews, même si elles arrivent tardivement, j'espère que vous me pardonnerez ça, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, voilà, c'est un peu plus difficile hein, de les faire pendant les vacances, je ne suis jamais là, donc bon. Mais en tout cas, nous allons commencer ces chapitres qui n'étaient pas si, qui étaient assez intéressants en fait, hein. Même s'il y avait, je dirais, un ou deux points noirs qui étaient quand même un peu regrettables, et certains petits points qui font en sorte qu'on ressent le rush, la précipitation. Premier point, je dirais, en fait, le seul point vraiment regrettable et décevant de ces deux chapitres, c'est Ishida. Le bilan de ce personnage est assez décevant, au final, on s'attendait peut-être de ce personnage qui était le premier rival d'Ichigo, hein, à ce qu'il ait un destin particulier, peut-être même qu'il soit un des potentiels de guerre, ou que le fait que ce soit le descendant de Joabak, ça ait un réel impact dans l'histoire, une réelle répercussion. Pas vraiment, en vérité, Ishida, même son plan d'agent double était raté, parce que, je veux dire, on le savait, Kubo nous a pas pris en traître ou au dépourvu quand il nous a révélé que Ishida en fait il était gentil. Je veux dire, c'est-à-dire ça nous est pas, on le savait tous, donc c'est un petit peu raté de ce point de vue là. C'est dommage. Et donc, même son pouvoir, antithésis, ça n'a rien de complètement jubilatoire ou détonnant. Franchement, je veux dire, on a déjà eu exactement ça avec le Bankai d'Okyoraku. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis dans mon autre vidéo Ikkaku, Ikkaku, pourquoi je parle d'un mort? Pourquoi je parle d'un fantôme? Ikkaku d'ailleurs ce mot n'existe pas, ce nom n'existe pas, peu importe. Non, c'est pour ça que j'avais mis Kyoraku égale Ryu, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Ishida, parce que en fait ils ont le même pouvoir, enfin, le pouvoir de Kyoraku est bien plus élaboré. Mais je trouve que c'est un peu un pouvoir sorti de derrière les fagots. Ah oui, il peut renvoyer l'attaque, gna gna, hashtag Meliodas, hashtag Kyoraku, enfin bon je veux dire, c'est pas très, c'est pareil, ça manque de personnalité. En tout cas, bon, voilà, Ishida conclut sur je les ai suivis parce que ce sont mes amis. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ce personnage, il était beaucoup plus torturé que les autres. Il avait une relation intéressante avec son père, c'était un des Quincy, donc techniquement une race qui a subi un génocide, et qui est une race quand même assez à part dans l'univers de Bleach, hein, assez particulière. Et finalement, bah, tout ça a été effacé au profit de la team Ichigo, qui fait que, bon, bah, quelles que soient mes origines, mes propres envies, mes trucs machin, je les suis parce que c'est mes amis. Et du coup, ça manque je trouve, ça manque d'épices, ça manque de personnalité. Et je trouve qu'à la fin, on se retrouve avec un Renji qui a plus de charisme et de personnalité que Ishida. C'est quand même hallucinant.
J'ai pas dit Chad, hein, par contre. Dans Chad, malheureusement, le pauvre Chad est en train de lutter à mort contre des statues. Le combat. D'ailleurs, quand j'y pense, ce chapitre clôt un petit peu le cycle des ennemis des Sternritter, à part Bak, donc justement. Mais il reste les statues. Si ça tombe, les statues, elles sont encore en train d'être là, elles sont là. Donc voilà. Deuxième mois, chers amis, nous allons parler de Ashfalt et de Bazby. Comme j'ai dit en introduction, il m'a pris un temps fou avant que je comprenne, que je réalise un peu le symbolisme qui avait été créé avec leur schrift, c'est-à-dire leurs lettres qui symbolisent leur pouvoir, hein, donc le hit H pour Ashfalt et le balance B pour Bazby. C'est d'ailleurs en fait, effectivement, le B représente également Bazby. Hein. Au début, moi, ça m'a pas frappé parce que je me suis dit, oui, bah c'est le B qu'il y a sur son épée, hein, c'est le B de The Balance, bien sûr. Mais on ne nous ferait pas le gros plan, le focus comme ça sur la garde de l'épée, enfin la garde, non, la poignée de l'épée, tout simplement, voilà, pour nous dire, ah, c'était le pouvoir du balance. Non, on ne ferait pas ça, évidemment. Kubo, là, il met quoi? Il met l'emphase sur son relation avec Bazby. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce personnage? Déjà, ce personnage, c'est un peu le rip-off, le copycat de Ulquiorra, bien sûr. Alors je l'avais déjà dit, hein, que c'était un peu le même. Tout simplement parce que c'était un peu le même personnage de type un peu froid, un petit peu sans cœur. Et qui se révèle à la fin, en fait, qui seront... Alors c'est pas le même parcours, hein, parce que Ulquiorra, c'est clairement le nihilisme à son absolu. Ashfalt, c'est pas la même chose. Ashfalt, c'est un petit garçon qui n'a jamais eu en fait de motivation. C'est bien ça, hein, qui même, c'est un peu bizarre même en fait. C'est parce qu'il toute sa communauté a été détruite par Joabak lors de l'incendie, rappelez-vous. Et voilà, il avait un oncle un peu dégueulasse, enfin je sais pas, il ne le traitait pas très bien. Mais il n'a jamais eu de rancœur, il n'a jamais eu d'esprit de vengeance, ni à l'égard de son oncle, ni à l'égard de Joabak. Et du coup, ça a créé un personnage assez creux. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est un personnage justement qui au départ est creux. Sauf que à la toute fin... Alors on sent quand même qu'il y a une certaine loyauté, hein, envers Joabak, tout comme Ulquiorra était très loyal à Aizen, mais avec Ulquiorra il y avait une sorte de robotisme là-dedans, c'était très machinal, la manière dont il était loyal à Aizen, c'était plutôt le fait de faire ce qu'on lui avait dit de faire et il n'y avait pas d'autre chose à faire en fait, et c'était pour ça que c'était intéressant le point de vue du nihilisme. Mais en ce qui concerne notre ami Ashfalt, et ben lui c'est clairement, on a l'impression qu'il est très loyal et fervent envers Joabak, et il y a une raison à cela, c'est que c'est vraiment une personne avec laquelle il a été connecté, donc depuis que Joabak lui a révélé que c'était son miroir en fait. Mais à part ça, finalement, rien n'a été... Je veux dire, Joabak n'a jamais vraiment manifesté d'amour ou d'affection pour Ashfalt. Et à la fin, Ashfalt, c'est tant bien que mal de se raccrocher à cette idée-là en disant oui, c'est parce qu'il avait besoin de mon pouvoir, voilà, il l'avait estimé digne, voilà, bon, voilà. Mais au fond, il retient la leçon. D'une manière ou d'une autre, je ne sais comment, il change d'avis d'un coup comme ça, tout lui apparaît comme de l'eau claire et boum, ça y est, il se rend compte qu'en fait il a fait une connerie et que Bazby était peut-être celui qui aurait mérité davantage sa propre affection et sa propre estime. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, le bouton qui d'ailleurs symbolise bien la balance. Hein. Au début, franchement, vous vous dites c'est la balance, le B inversé. Eh bien le bouton, c'est le bouton que lui avait donné Bazby. C'est le bouton de la veste de Bazby. Donc c'est clairement Ashfalt qui part quand même... il a toujours éteint ses sentiments en fait, il a toujours fermé ses sentiments, mais il avait quand même gardé cette espèce de petit souvenir qu'il a collé qu'il a fixé sur la fusée, donc la poignée, hein, de son épée. Et voilà, ça lui revient à la toute fin comme une vérité, comme une évidence. Et c'est un peu triste parce que ce personnage finalement n'a rien donné au manga. C'est un personnage qui franchement je dirais pas un personnage gâché ou un personnage poubelle. Il a eu des moments badass, hein, quand il a coupé le banka d'Ichigo. Mais justement, c'est des moments où on se dit ah, ce personnage va nous donner du lourd. Et c'est comme, vous voyez, c'est toujours les moments où on est généreux avec les personnages. On leur donne une marge de progression. On leur dit allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et au final, on n'a rien. Et finalement, ces personnages qui ne tenaient que par la hype que nous, on avait créé finalement. C'est un peu ça. C'est le lecteur qui crée la hype et parfois qui crée la valeur d'un perso. Et finalement, à la fin, on se retrouve avec rien du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Oui, j'emploie le mot rien du tout et c'est vraiment pas anodin. Hein. Techniquement, Ashfalt, il n'a abouti à rien. C'est comme... J'aurais vraiment aimé, par exemple, que je sais pas, Ashfalt devienne encore plus méchant que Joabak. Ça aurait été bête, mais enfin, ça aurait été plutôt cool.
Voilà, chers amis, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai sur Ashvalt et Basby. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Ensuite, donc, je vais parler de Lars Valen. Tout simplement parce qu'on voit donc Ashvalt, c'est la fin, c'est sa mort. Ou pas, peut-être qu'Ashvalt reviendra, on sait pas, non, peut-être qu'il est pas mort, hein, bon. D'autant que dans le chapitre 182, on apprend ce qui se passe exactement quand Lars Valen est lancé sur Eclipse, donc il n'est pas forcément forcé qu'il décède, enfin bon. En ce qui concerne donc Gérard Valkyrie, là on sent le rush, on sent tellement la précipitation, parce que Gérard Valkyrie était clairement censé être le number 3, hein, après Ashvalt et Joabak, c'était le... Encore plus que Lily Barrow, je dirais, c'est franchement le mec est invincible. En plus de ça, il y avait l'appellation Cœur du Roi des Âmes, et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été expliqué. À la limite, même main gauche ou main droite du Roi des Âmes, je peux le comprendre. Je veux dire, même si ça reste extrêmement allégorique, je peux le comprendre. Je peux me dire, ok, bon, il n'y a pas de bras, donc du coup, c'est son lieutenant, donc sa main droite, mais il y a main gauche. Pernida et Ukitake, du coup, ok, enfin Mimi-Agi. Mais pour le Cœur du Roi des Âmes, qu'est-ce que ça veut dire? On avait eu la symbolique avec Mimi-Agi qui était le symbole de l'ordre et de la stabilité, et Pernida qui est le symbole de l'évolution et du progrès et du mouvement constant. Ok, donc ça c'était clair et intéressant. Mais pour le Cœur du Roi des Âmes, c'est quoi? C'est ça en fait son pouvoir, le fait de pouvoir ne jamais cesser de battre, en fait, d'être toujours en train de se régénérer tout le temps, c'est ça. Mais ça aurait nécessité quand même un peu plus d'éclaircissement, vous trouvez pas? C'est puis là. Et je me dis quand même, est-ce que ce serait pas la seule voie pour réintroduire un petit peu le Roi des Âmes dans l'intrigue? Pas le ressusciter, il est certainement mort et enterré, mais ce que je veux dire, réintroduire l'enjeu du Roi des Âmes via son cœur, parce que son cœur, ce serait quelque chose d'important, ce serait même la chose la plus importante concernant le personnage du Miracle. Donc voilà, en ce qui concerne le Gérard, donc c'est la seule chose qui me dit peut-être qu'il ne serait pas complètement mort. C'est qu'il a été appelé un jour par Askin le Cœur du Roi des Âmes, mais c'est vraiment la seule chose qui me titille l'esprit. Mais après, s'il n'y avait pas eu ça, franchement, Gérard, terminé. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que ce personnage est destiné à bien plus, et là on voit que Kubo, il se coupe la... Enfin, voilà, il rush énormément, et bon, il faut bien qu'il y ait quand même des moments qui... faut s'attendre à ça, on va avoir des déceptions. Quatrième point, pardon, c'est les Fullbringers, en particulier de Tsukishima. Alors attention les amis, là on rentre dans du lourd, on rentre dans de l'explication un peu complexe, mais accrochez-vous parce que ça va être assez intéressant je pense. D'abord je vais faire une petite rectification sur le pouvoir de Joabak. Joabak, j'avais cru comprendre, alors d'abord il a l'omniscience, alors bon, je ne veux pas vous refaire la liste de tous les pouvoirs qu'il a, parce que je vous l'ai déjà fait 1000 fois. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur le top 50 des pouvoirs de Joabak, je pourrais vous la faire si vous voulez. Mais d'abord, enfin plus précisément son pouvoir The Almighty. The Almighty lui confère déjà l'omniscience, ce qui lui permet de voir, en fait, de pouvoir tout simplement voir l'avenir. Voilà. Mais il est dit dans le chapitre 679, il me semble qu'il peut manipuler l'avenir. Manipuler l'avenir. Merci, qu'est-ce que ça veut dire, mon sang de bois? Manipuler l'avenir, au début je pensais, et je reprends la métaphore des grains de sable utilisés par Joabak lui-même, je pensais que en fait Joabak pouvait, à son gré, c'est un peu compliqué, transposer les réalités la réalité d'un grain de sable à un autre, à son propre gré, parce que voilà, mettons, là il n'aime pas trop la tournure des événements, du coup il va diriger la roue du destin vers un autre grain de sable. Je pensais que c'était ça. Or ce n'est pas ça, et ça je l'ai compris plus tard. En fait ce qu'il fait, et ça fait pas mal de sens en vérité, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il fait Joabak, c'est qu'il va directement dans le futur faire ses petites affaires, et il revient, et c'est bon. Ou alors même il revient même pas, il attend juste que la personne arrive au moment où il est arrivé. Mettons je vais dans le futur, je fais un truc, et puis j'attends que les autres là, les cons qui sont encore dans le passé, ils viennent à moi. Donc c'est ça, c'est un peu bizarre mais enfin bon, voilà. Alors je vous explique maintenant quel est le rapport avec The Almighty. En fait quand The Almighty, quand il parle des grains de sable et tout ça, c'est que vous avez un individu A qui est Ichigo, qui a la possibilité de diriger son avenir, son destin, hein, vers plusieurs avenirs. Sauf que, comme le dit bien Joabak, c'est pas genre, il y a plein, enfin c'est un terrain vague et tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 l'avenir c'est plusieurs chemins, plusieurs grains de sable, sur lesquels tu peux toujours sauter d'un grain de sable à un autre. Mais, ce que fait Joabak, c'est que quand il voit que tu as choisi une certaine voie, eh bien il va aller dans cette certaine voie, il va regarder ce qu'il y a dans le couloir de cette voie, et il va faire un peu toutes ces merdes, placer des petites piques,
casser le Bankai d'Ichigo, casser sa corne de holo. Et il est tranquille, il a absolument... En fait, le temps n'a plus de sens pour jouer à bac, parce qu'il peut littéralement s'infiltrer dans la voie que tu as choisie, le futur que tu as choisi, et faire tes petites affaires, et attendre tranquillement que t'es fini, et que tu es toi-même arrivé par tes propres moyens au moment où il s'est infiltré. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Ensuite, par rapport au Fullbringer et particulièrement à Tsukishima. Bon, alors il y a quand même des trucs un petit peu bizarres à expliquer, mais dans l'ensemble, je trouvais que ça faisait pas mal de sens, et finalement, ça c'est quelque chose qui nous montre que Kubo ne rush pas trop son histoire en vérité, et qu'il prend quand même le temps de mettre, bon il est quand même à vitesse grand V, mais de mettre en avant des éléments qu'il avait en tête en fait, et c'est pas... Là je trouve que l'utilisation des Fullbringer, elle fait beaucoup de sens. Mais j'y reviendrai à la fin. D'abord, pour expliquer le pouvoir de Tsukishima. Tsukishima en fait, alors je vous invite à aller voir une vidéo faite par un youtubeur américain, donc Taking101, hein, c'est un youtubeur américain qui a dédié une vidéo là-dessus, donc allez voir, hein, tapez Tsukishima joue à bac, vous verrez bien, vous trouverez bien, hein, c'est une vidéo, je suis sûr que c'est lui seul qui a fait une vidéo de ce type là. Et donc, Tsukishima, qu'est-ce qu'il fait? Il peut altérer le passé de quelqu'un en le transperçant de sa lame, mais de ce qu'on a vu, c'est qu'il transférait en fait, il se transférait soit lui-même dans un souvenir en remplaçant quelqu'un, ou alors il pouvait limite créer de nouveaux souvenirs. Genre, il avait créé le souvenir qu'il était un des cousins éloignés de la famille des Kurosaki, et donc voilà. Bon. Mais, toujours est-il que le pouvoir de Tsukishima, c'est de modifier les souvenirs. Alors là, déjà un petit problème. Pourquoi il poignarde Ichigo, alors que c'est pour... en fait, c'est pour venir en aide un petit peu plus à Inoue, pour qu'elle prenne confiance dans son propre pouvoir et pour qu'elle puisse réparer le Bankai de Ichigo. Donc déjà, moi, j'ai un petit problème avec ce pouvoir-là. C'est pas très cohérent que Tsukishima poignarde Ichigo, alors que ce serait plutôt Inoue qui devrait être poignardée, pour qu'elle puisse ensuite réparer le Bankai d'Ichigo. Parce que là, je peux comprendre. Je peux comprendre que Inoue n'y arrive pas, parce qu'on sait bien que son pouvoir, il est complètement cheaté, mais que, malheureusement, elle n'a pas la détermination et elle n'a pas assez confiance en elle pour pouvoir arriver, on l'avait vu avec, face à Ulquiorra, hein, quand Ulquiorra avait transpercé la poitrine d'Ichigo, elle n'était pas parvenue à le soigner, c'était trop difficile. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça montre que le pouvoir, c'est comme Nanao avec sa palette magique. Je veux dire, elle pouvait pas non plus tout faire elle-même, ça nous montre que c'est pas complètement des as-poules, des trucs, des Deus Ex Machina complètement cheatés. Bon alors voilà. Après, donc pour Tsukishima en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les souvenirs de quelqu'un, il s'infiltre dedans. Il altère le passé. Mais, là, tel que nous l'a montré Kubo, le pouvoir de Tsukishima, il a un autre level. Ça veut dire que via les souvenirs de quelqu'un, en s'infiltrant dans les souvenirs de quelqu'un, il peut modifier le passé de manière globale. Parce qu'il a modifié les souvenirs de Ichigo, en lui redonnant espoir, en lui disant voilà, ton Bankai n'a pas été brisé, tout ça. Mais ça a aussi affecté Orihime. Et ça, c'est complètement ouf. Alors je pense que c'est plus une incohérence de Kubo en vérité, mais ça veut dire que, littéralement, Tsukishima a le pouvoir inverse de Joabak. C'est-à-dire qu'il peut aller dans le passé, faire ses trucs, et revenir ensuite. Enfin, revenir, je veux dire, il fait pas de voyage, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ouf. Alors autre chose à pointer et qui est assez intéressant, c'est que Inoue plus Tsukishima, c'est un combo intéressant. Moi je trouve c'est vrai que les deux se complètent parfaitement. Parce que c'est vrai, je pense que là c'est la limite, Tsukishima ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut dans le passé, il peut pas réparer les choses dans le passé, vous voyez ce que je veux dire, il peut simplement s'infiltrer. Donc là, il a peut-être fait un passé où il était à la place de Ichigo dans l'une ou l'autre des situations, et qui fait que Ichigo ne s'est pas fait briser son Bankai. Ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire, Tsukishima, parce que sinon effectivement il pourrait très bien faire ce qu'il veut, et puis voilà, basta, il va à la naissance de Joabak, il tue Joabak et terminé. Sauf qu'il peut pas, parce qu'il n'a ni transpercé Joabak, ni transpercé quelqu'un qui était présent à la naissance de Joabak, pour pouvoir infiltrer les souvenirs de cette personne, et voilà, et faire ce qu'il veut. Non, d'autant plus que Tsukishima ne peut alterner le passé que dans la mesure de son propre pouvoir à lui. Ça reste un humain, enfin maintenant un mort, mais enfin une âme, mais ça reste une âme ou un mort, pas non plus ultra puissant au niveau physique ou puissance. C'est-à-dire que le gars, il a un pouvoir de soutien extrêmement intéressant et extrêmement complexe,
est extrêmement utile, mais par contre, une fois dans le passé, il peut pas s'inventer une puissance de type Goku, de type Superman, si vous voulez. Il faut qu'il respecte ce qu'il pourrait lui-même faire dans le passé. Ce qui est là, c'est intéressant, c'est que justement, il a besoin de Inoue pour pouvoir réparer le Bankai. Mais simplement, Inoue, elle ne peut pas réparer le Bankai parce qu'elle n'a pas la détermination elle-même. Mais Tsukishima, lui, il répare rien. Il peut pas réparer. Il peut simplement inventer un passé dans lequel la chose est possible. Vous voyez? Dans lequel la chose est possible. Mais lui-même ne peut pas alterner la réalité. Il ne peut rien faire sur la réalité présente. C'est-à-dire que s'il y avait eu que Tsukishima, il n'aurait rien fait. C'est-à-dire que Tsukishima, il aurait dit « Bon bah c'est con parce que dans le passé, ton épée, elle était encore là. » Mais avec Inoue, il peut revenir dans ce passé artificiel. Donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui est génial. Je trouve que le combo est très intéressant. Donc ensuite, par rapport à Ginjo, là il sert à rien. Et je veux dire, pour les gens qui disent ouais mais Ginjo il est pas assez puissant, mais il aurait pu servir dans un autre combat. Ginjo, je vous rappelle, c'est le seul Shinigami substitut, enfin disons, de substitution qu'on ait vu avec Ichigo. C'est le seul être hybride, presque aussi hybride qu'Ichigo dans la série. Donc il aurait mérité un autre traitement que simplement le chef de Fullbringer qui à la fin doit dire à son homme de main que finalement c'est bon, ils sont gentils ou méchants et qu'il doit payer une dette. Une dette d'ailleurs que je comprends pas très bien parce que Ichigo les a tués. Eh, Ichigo a tué Ginjo, quelle dette doit-il payer à Ichigo? Je comprends pas, enfin bref. Mais toujours est-il que Ginjo n'est relayé qu'un rôle très très secondaire. Et c'est tout quoi, à mon avis c'est tout, on n'aura pas plus de Ginjo. Donc voilà, c'était sympa de le revoir, j'aimais bien ce personnage. Et voilà, c'est tout. Bon, on le reverra pas en mode Bankai, ou voilà, c'est dommage, hein, parce qu'il était assez cool le personnage. Mais bon, on n'a plus trop le temps. Mais ce qui est intéressant quand même avec ce retour des Fullbringers, c'est que là où on s'attendrait à voir Aizen, à voir Shinji, ou à voir d'autres personnages, ou à voir Ishin, Kubo nous met les Fullbringers. Et je trouve ça super intéressant. Parce que ça nous montre que même s'il doit rusher, il respecte quand même le scénario qu'il avait prévu. Je suis sûr que le truc, utilisation de Inoue plus Tsukishima, il l'avait prévu. Parce que ça fait du sens, si vous voulez, effectivement, le rôle que pouvait jouer Tsukishima, bah c'est ça. Je vois pas d'autres utilisations de Tsukishima dans la série à part revenir pour contrer à ce moment précis le pouvoir de Joabak. Et je trouve que c'est plutôt pertinent et que ça fait beaucoup de sens dans la progression de l'histoire. Après, effectivement, que Tsukishima continue dans la... Non, je pense que Tsukishima, il a joué son rôle. Après, ce que je me dis, c'est que il aurait mieux fallu qu'il soit présent avec Ichigo, même quand on a vu dans le chapitre 182 que Joabak avait juste besoin de refaire ce qu'il a fait, et puis voilà, terminé, donc bon. Mais en tout cas, c'est vrai que Tsukishima est un excellent contre face à Joabak. Donc voilà les amis, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai cette review. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, faut que j'y aille. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces chapitres. Et on se retrouve très très vite pour la review du chapitre 682 qui devrait arriver très bientôt. Allez les amis, ciao.